Voilà, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Farid Alilat sur diversité.be. Nous sommes tout à fait ravis de le recevoir pour parler de son livre, mais aussi de l'actualité en Algérie. Alors, Farid, je vais peut-être vous présenter brièvement. Vous êtes donc essayiste, journaliste. Vous collaborez notamment à Jeune Afrique et vous Oui, avez publié maintenant, il y a une bonne année, ce livre passionnant, Votre à l'histoire secrète, qui est un essai qui retrace la vie de l'ex-président algérien, donc qui est aujourd'hui malade et qui s'est retiré, enfin qu'on a obligé à retirer de ses fonctions, qu'on a démis de ses fonctions. Alors peut-être que je voudrais vous poser d'abord une première question parce que moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un ouvrage remarquable, très fouillé, très recherché et très construit. Moi, je voulais vous poser une première question par rapport à l'enfance de Bouteflika. Donc, il est né au Maroc. C'est oui. là-bas qu'il a grandi, qu'il a fait ses études. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle est l'enfance de cet homme donc au Maroc, à Oujda exactement? Donc, son père s'est installé fin des années 20 à Oujda. Et donc, son père, il a eu une première épouse avec laquelle il a eu deux filles. Ensuite, il a épousé Mansouria, qui lui a donné son premier enfant, qui est Bouteflika, qui est né en 37 au Maroc, qui était à l'époque sous protectorat français. Et le père de Bouteflika était une espèce d'homme à tout faire d'un notable de la région de Oujda, qui était très proche du palais royal et même temps des autorités françaises. Et donc, Bouteflika est né, c'est le premier garçon d'Ahmed Bouteflika et bien sûr de Mansouria. Et ça aura une importance capitale dans sa vie et vie privée et en même temps vie politique. Donc, c'est une famille modeste. La maman ne travaille pas. Lui, une enfance plutôt comment dirais-je, banale. C'est un garçon très Un chétif. garçon brillant, vous le disiez dans votre livre, très brillant, très intelligent, polyglotte. Oui, euh, polyglotte, non. Bon, il maîtrise l'arabe, le français, un peu l'anglais. Oui, il a fait de bonnes études, une très bonne scolarité. Et au lycée, il a décroché son bac, pas première année, enfin il n'a pas terminé son bac, mais bon, mais il avait fait il n'a pas de brillantes études, mais très bonnes études. C'est un Ok. bon lycéen. Alors, Farid, dans votre ouvrage, vous dites que son père était un homme disons, avait des accointances avec le protectorat français à l'époque, dans les années 50, je pense, donc 40-50, même peut-être avant d'ailleurs, hein, je pense, de la naissance d'ailleurs Avant, en avant. 37 déjà. 37, il a eu les Légion d'honneur. Exactement. Euh, et son protecteur, Haj Boussif, aussi a obtenu la Légion d'honneur dans les années 20, je crois. Donc, euh, le père de Bouteflika était une espèce d'informateur. D'ailleurs, on l'appelait Khbarji. Mhm. C'est-à-dire que, comme il avait des contacts avec tous les Algériens qui venaient à l'époque à Oujda, à l'époque, il y avait pas les frontières n'étaient pas fermées. Donc, Oujda, il n'y avait pas de frontières. Donc, il y avait l'échange Les gens allaient et venaient. quotidien. Voilà, les gens allaient et venaient. Il y avait des familles algériennes qui avaient des familles au Maroc et des familles marocaines qui avaient des familles, des proches euh, en Algérie. Donc, il était, bon, il surveillait les allées et venues, tout ce que disaient les Algériens, et donc il rapportait les informations aux autorités françaises ou aux autorités marocaines. Donc on l'appelait Khabarji. Et justement, en fait, cette période de la vie de son père va marquer Bouteflika puisqu'il sera raillé à l'école. Hein, on se moquera de lui parce que justement son père est très proche Goulit des pouvoirs Khabarji, oui. français. Ouais. Exactement. Et puis ça va le poursuivre puisque même en tant que ministre,
disons ses collègues et même Ben Bella, hein, qui sera donc, enfin, ce sera un ministre de Ben Bella, notamment ministre je pense, du tourisme et des sports. Je La pense que jeunesse et des sports. même dans ce milieu-là, il sera très mal perçu justement parce que son père, parce que son histoire familiale est une histoire quand même très proche des Français et notamment donc Enfin, des autorités je ne françaises. dis, je ne dirais pas très proche, mais, mais son père avait un passé, des accointances douteuses, si bien que quand, en 56, quand Bouteflika s'est présenté vers novembre 56, 56 c'est 2 années après le début de la guerre d'indépendance, 54, quand il s'est présenté pour être recruté par l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, sa candidature a été l'agent, le responsable du recrutement lui a refusé qu'il soit enrôlé dans les rangs de Mhm. l'ALN en raison justement du passé douteux de son père. Et il a fallu des interventions d'autres personnes pour que Bouteflika soit engagé dans les rangs de l'armée algérienne. Cela dit, il a mis beaucoup de temps, c'est-à-dire entre mai, il a mis entre 6 et 7 mois pour rejoindre l'ANL. Et puis, bon, voilà. Sur le cas de son père, il y a un mystère absolu. Moi, quand j'ai interrogé des gens qui le connaissent, des ministres à lui, ils me disent tous une seule chose, c'est qu'ils ne parlent jamais de son père. C'est Mhm. Il vrai, est mort ils dans ne un parlent. accident de bus, je crois. Il est mort dans un accident, mais sa mort reste quand même Ah oui, une c'est vrai. énigme. Lui n'a jamais, jamais évoqué publiquement son père. Même en privé, il ne parle jamais. C'est comme si le père de Bouteflika n'a jamais existé. Hein. Enfin, franchement, Mhm. est-ce que c'est lié au passé douteux Oui. de ce père? Certainement. Si il n'y a que ça qui peut expliquer le fait qu'il est absolument rayé de son existence, ce père. Par contre, il a une relation extrêmement fusionnelle avec sa maman, Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre qui va exactement. avoir, qui va avoir une influence non seulement sur sa vie privée, mais aussi sur sa vie politique. Mhm. Sa mère était le socle sur lequel il s'est appuyé jusqu'à la disparition de cette maman. Quoi. Très bien. Alors, donc Bouteflika participe au coup d'État de Ben Bella, hein, je pense c'est en 65. Si oui, je vois ici dans mes notes que c'est en 19 juin 65. 1965 exactement. Donc un coup d'État qui va profiter à Boumedienne, qui va axer donc qui va devenir le président algérien à l'époque. Mais les relations entre Bouteflika et Boumedienne se détériorent. Hein. Boumedienne perd confiance en cet homme qui en fait est un homme qui aime beaucoup faire la fête, qui voyage beaucoup et qui n'est pas forcément un ministre des Affaires étrangères très efficace. Non, je ne dirais pas que les relations se détériorent. Non. C'est-à-dire que dès 58, 59, Boumedienne avait pris sous son aile Bouteflika. Il avait considéré comme son fils. Il y avait là aussi une relation très très étroite entre les deux. Et peut-être que quelque part, Boumedienne compensait l'absence de ce père. Donc il l'avait vraiment protégé et il lui excusait ses incartades, ses absences, ses escapades. Et donc, Mm-hmm. oui, pour le coup d'État de 65, Bouteflika, elle était le principal catalyseur, sinon un instigateur, catalyseur. Après, donc il est ministre des Affaires étrangères, c'est comme presque le numéro 2 du régime. Bouteflika, à un certain moment, il était presque le numéro 2 du régime. Il était tout le temps avec Boumedienne, qui lui faisait confiance. Mais euh, petit à petit, euh, Boumedienne découvrait la politique, découvrait la diplomatie. Et donc, il avait créé une espèce de diplomatie parallèle, c'est-à-dire que Bouteflika s'occupait de la diplomatie. Mais en temps, mais
Boumedienne diversifier ses sources, diversifier ses conseillers, si bien que sur bon nombre de dossiers de politique étrangère, comme la question de la Palestine, comme Oui, la question du Sahara occidental et du Maroc, la guerre du 6 jours, oui. ces dossiers ont été confiés à d'autres personnes, notamment, par exemple, Talb Ibrahimi, à qui Boumedienne faisait beaucoup confiance. Donc, Bouteflika, ce qu'il faut savoir, c'est que Bouteflika est un excellent orateur, qui a une très bonne mémoire, qui a une très bonne élocution, mais c'est pas un travailleur, c'est pas quelqu'un qui travaille les dossiers. Voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui capte. Il a une mémoire phénoménale, mais c'est pas quelqu'un qui travaille sur les dossiers. Voilà. En plus, ça lui est arrivé de disparaître pendant des semaines sans donner signe de vie. Donc, si vous voulez, Boumedienne ne pouvait pas faire totale confiance à un Mhm. homme qui pouvait disparaître et qui ne travaillait pas sérieusement ses dossiers. Alors, Voilà. je voulais vous questionner en fait parce que je trouve que dans votre livre, il y a quelque chose que j'apprends. Enfin, j'apprends beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose que j'ai apprise. Mais donc, quand Ben Bella était encore au pouvoir, donc juste après l'indépendance, vous dites qu'à un moment donné que c'est un président qui est très proche du régime égyptien, à tel point que la politique égyptienne déteint un peu sur lui, hein, qui vraiment il se lie très fortement avec à l'époque avec les dirigeants égyptiens. Et vous dites une chose qui, enfin, je vais reprendre comme ça, vous allez un peu comprendre ma pensée, c'est que vous dites en mai 63, la venue de Nasser à Alger, où il est accueilli comme un héros, c'est définitivement cette emprise. Et vous dites un Mhm. peu plus bas une chose que je trouve pour moi essentielle, puisque ça va jouer sur l'avenir de l'Algérie par la suite. Vous dites euh, Nasser y dépêche donc des milliers de coopérants égyptiens. Et plus bas, vous dites l'occasion est trop belle pour le président égyptien de se débarrasser de ses frères musulmans. Mhm. Nous aurons donc ce sera une influence majeure dans la propagation de l'islamisme fondamentaliste en Algérie. Est-ce que vous dites ici que ce qui s'est passé dans les années 90, la décennie noire, nous la devons aussi peut-être déjà juste à la sortie de l'indépendance avec Ben Bella et ses liens très forts avec le pouvoir égyptien de l'époque? Il n'y a pas de cause de lien direct, mais oui, forcément. Tous ces coopérants égyptiens, et pas uniquement égyptiens, tous ces coopérants moyen-orientaux qui sont venus d'Irak, de Syrie, bon nombre d'entre eux étaient de la mouvance islamiste fondamentaliste. Nasser voulait se débarrasser de ses frères musulmans, il les a envoyés en Algérie, idem pour Assad. Le président syrien Assad aussi, quand il a voulu se débarrasser de ses frères musulmans, il les a envoyés manger. Moi-même, j'ai eu, en tant qu'élève, j'ai eu affaire à des enseignants égyptiens, irakiens, syriens, dont beaucoup étaient de la mouvance islamiste, qui ont, qui ont, beaucoup ont fait du prosélytisme. Euh, voilà. Donc Ok. oui, ces contingents de coopérants du Moyen-Orient ont eu une influence certaine sur la montée de l'islamisme dans les années 80 et 90. Alors, votre livre est très, évidemment, est très riche. Hein, on ne pourra pas, évidemment, parler de tous les secrets que vous y révélez, mais je voudrais peut-être qu'on revienne un peu plus loin, enfin, plus proche dans notre histoire. Vous dites aussi qu'entre 1980 et 1999, donc 99 chez nous, donc pendant 20 ans, Bouteflika donc disparaît en quelque sorte de l'espace politique algérien. Enfin, il serait parti en Syrie. Enfin, il serait en France notamment, mais que fait-il pendant ces 19 ans d'absence, je dirais, politique? Il attendait d'être président. Voilà. Il attendait d'être président. Il ne rêvait que de ça. Il ne faut pas oublier que à la mort de Montpellier en 78, il croyait être le dauphin, pas désigné, mais le dauphin attitré, le successeur naturel. Donc, il était convaincu qu'il allait succéder à Boumedienne. Finalement, les D'ailleurs, militaires, on lui propose d'ailleurs, enfin, on lui propose déjà dès 93 de revenir, juste au moment où on est dans cette crise algérienne, au plus dans le summum de cette crise de la décennie noire, on lui propose de revenir.
Alors, pendant donc, 94-93. voilà. Donc, en 78, à la mort de Boumedienne, les généraux, les militaires plutôt, les militaires ont préféré un des leurs, Chedli, au détriment de Bouteflika, qui a vécu ça comme une meurtrissure, un drame pour lui. Donc, depuis ce jour-là, il ne rêvait que d'être président. Donc, il n'est plus, dès 1980, il n'est plus ministre des Affaires étrangères, alors qu'il en était pendant 16 ans. Il est petit à petit poussé vers la porte. Donc, il perd son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Il n'est plus, il ne siège presque plus au comité central du FLN. Et il décide de lui-même, en 1980, de quitter l'Algérie. Donc, il s'installe en France. Il fait beaucoup de séjours en Suisse où il compte un bon nombre d'amis. Ensuite, oui, après, il va en Syrie s'installer quelque temps en Syrie, où il rencontre Carlos, le fameux Mhm. terroriste Carlos. Et- Ensuite, il va s'installer aux Émirats, où il est pris en charge par l'émir Zaïd. Il vit, pendant les années 80, il vit au crochet de bienfaiteurs, de personnes qui l'aident, qui l'hébergent, qui lui donnent de l'argent. Voilà. Il vivait, il était très bien entretenu, même si lui faisait en sorte à ce que on le perçoive comme quelqu'un qui a été spolié de ses biens, son salaire. Voilà. Il avait une espèce de double vie, vie privée, voilà, était très entretenu par des riches mécènes. En même temps, dans l'apparat, il tenait à ce qu'on ne dise pas de lui que c'est quelqu'un d'aisé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1983, il a été condamné par la Cour des comptes à rembourser des reliquats, euh, des budgets des ambassades et de représentation algérienne à l'étranger qu'il avait détourné pendant entre 66, je crois, si ma mémoire est bonne, 66 et mhm. 78, qu'il avait détourné sur son compte, dans son compte personnel. Donc voilà. Lui, ce qu'il appelle sa traversée du désert n'était pas vraiment une traversée du désert parce que en 89, il rentre en Algérie. Il n'a jamais été inquiété par les autorités algériennes. Voilà, malgré le fait qu'il faisait croire qu'il était menacé, mais il n'a jamais été inquiété par les autorités algériennes. Donc il est rentré en 89, on lui a restitué ses biens ensuite. Voilà. Et voilà, en 94, on lui propose, les militaires lui proposent de prendre le pouvoir. Il négocie avec eux, il pose ses conditions. Les militaires acceptent ces conditions. Et à la dernière minute, en janvier 1994, le jour même où il devait donner sa réponse définitive, il dit non. Et le jour même, il prend l'avion et il rentre en Suisse. Ben voilà. Donc, Et c'était donc, il reviendra donc voilà, donc il a raté la première marche pouvoir en 78, il a raté une seconde marche en 94, et depuis 94, il n'était obsédé que par une seule chose, c'est d'accéder au pouvoir. Et d'ailleurs, moi je dis que Bouteflika a eu deux obsessions dans sa vie. La première, c'est d'avoir le pouvoir, et la deuxième, c'est de garder le pouvoir. Et Mhm. d'ailleurs, c'est ces deux obsessions qui l'ont fait perdre, qui l'ont fait tomber. C'est parce que Bouteflika voulait absolument se maintenir au pouvoir en 2019, faire un cinquième mandat. Donc, c'est le mandat à vie, en dépit du bon sens, en dépit du fait qu'il soit malade, qu'il est handicapé, qu'il ait passé 20 ans. C'est cette obsession de s'accrocher à tout prix au pouvoir qui a provoqué sa chute. Exactement. Alors, vous dites, je pense avoir entendu enfin, de votre bouche ou peut-être de votre intervieweur que Bouteflika aurait, selon vous, très peu de, dirons, de tendresse pour les Algériens. Hein, voilà, les méprisant même parfois, ayant même des propos très durs envers eux. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, j'ai l'impression que peut-être il avait beaucoup plus de tendresse pour le Maroc où il est né, où il a grandi, où il a ses souvenirs.
d'enfance. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bon, je crois que, bon, comme je vous dis, il est né, il a grandi au Maroc. Il est imprégné de cette culture Mhm. marocaine, ce qui est très normal, parce que, bon, voilà, il n'a jamais vécu en Algérie jusqu'à l'âge de, jusqu'en 1962. Donc, c'est comme, et jusqu'à sa mort, il s'est toujours, enfin, jusqu'à la mort, pardon, jusqu'à la mort de Hassan II, il s'est toujours cru comme une espèce de sujet du roi. Et d'ailleurs, jusqu'à la mort de Hassan II, il n'a jamais oublié un jour d'offrir le cadeau à l'anniversaire de Hassan II. Et la preuve, c'est qu'à la mort de Hassan II, il est parti assister aux funérailles de Hassan II à Rabat en juillet 99. Bouteflika était accroché au cercueil de Hassan II. Ah, Il avait les mains accrochées comme s'il perdait son père, alors que les enfants, propres enfants de Hassan II, ne se comportaient pas comme ça. Donc, euh, Bouteflika connaît l'Algérie ou découvre l'Algérie à l'indépendance. c'est Il ça. avait, il avait 23 ans quand il a découvert l'Algérie. Et c'est pas quelqu'un qui a vécu en Algérie. Hein. Il a peu vécu en Algérie, Bouteflika. Il a Parce qu'il beaucoup était ministre des voyagé. Affaires, beaucoup Mhm. voyagé. Il connaît pas les Algériens. De par ses fonctions et puis, bon, de par aussi le fait que il avait cultivé une espèce de distanciation avec les Algériens. La preuve de ce que je vous dis ou de ce que vous me demandez, il avait du mépris pour les Algériens. La preuve, c'est qu'en 99, il a dit si je n'ai pas un soutien massif, franc et massif des Algériens, je considère qu'ils se complaisent dans leur médiocrité. C'est, Mhm. c'est il a utilisé le terme médiocrité. Est-ce que vous connaissez beaucoup de présidents qui sollicitent le suffrage de leurs citoyens en disant que vous êtes des gens médiocres? Mhm. C'est la preuve. Ça, il le dit publiquement. Alors, ce qu'il dit en privé, oui, beaucoup de ministres même disent que, bon, que lors des conseils des ministres, il n'avait pas, manifestait pas beaucoup d'égards vis-à-vis de ces citoyens parfois qu'il considère comme des gens sales, méprisants. Oui, il n'avait pas de, De respect pour son peuple. Oui, je pense. euh, oui, il n'avait pas de respect, il traitait pas les Algériens comme un peuple Mhm. digne, voilà. Et justement, Euh, en 2019, donc, vous n'aimez pas le terme Hirak, donc on va dire manifestation, ou ça vous convient mieux, manifestation de masse, ou pour désigner moi, j'utilise le terme révolution révolution. plutôt, D'accord. Ben, révolution du 22 février, parce que un mouvement populaire qui réussit à, euh, à en finir avec un régime comme celui des Bouteflika qui, tenu pendant 20 ans avec toute l'armada qu'il avait, des partis politiques, l'armée, les services, les hommes patronats, les télés. Donc ce mouvement qui réussit à dégager un régime aussi puissant en quelques temps et surtout d'une manière pacifique, pour moi c'est une révolution. C'est mhm. pas un Irak ou voilà. Pour moi c'est une révolution. À, plus, à plusieurs égards, c'est une révolution pour moi. Bah justement, j'ai encore beaucoup de questions, mais évidemment le temps presse. Et puis moi, j'aurais aussi voulu vous questionner justement sur le chef de l'état-major, hein, c'est Ahmed Raïd Salah qui l'a un peu poussé dans le dos. Hein, c'est peut-être aussi, enfin, qu'il l'a poussé vers la sortie. Mais je voudrais pas non plus peut-être passer sous silence. Vous connaissez comme moi un peu l'actualité en Algérie aujourd'hui. Je voulais aussi vous interroger peut-être très brièvement sur Saïd Jablkhet, nous avons eu la chance de recevoir sur diversité.be pour une interview juste avant qu'il ne soit au courant de enfin, en tout cas de la décision de justice. Hein. Et je voulais vous questionner justement là-dessus parce que
votre collègue Slimane Segoundir, hein, qui est journaliste aussi, hein, qui notamment est éditorialiste pour TV5, disait très justement dans une interview que la justice algérienne manque de colonne vertébrale, que justement la justice était faite avant même la décision de justice. Est-ce que vous pensez que c'est vrai aujourd'hui et que pensez-vous justement du fait que Saad Abdelrahim soit probablement le premier intellectuel condamné pour ses idées en Algérie? Alors, je ne vais pas m'expliquer sur le fond de ce dossier parce que je le connais pas, j'ai pas suivi, mais je trouve fâcheux et scandaleux qu'on puisse juger et condamner un intellectuel ou un penseur qui n'a fait qu'exprimer son point de vue, ce qui soit que les gens ne le partagent pas ou pas, mais c'est un intellectuel, c'est un penseur, libre penseur, et puis surtout, du peu que je connais de Saad Abdelrahim, c'est un penseur réformiste, et donc c'est très fâcheux euh, et qu'on qu'on vienne à attaquer en justice voilà, des penseurs ou des intellectuels, ou surtout qu'on vienne à les condamner pour leurs idées, quand bien même celles-ci ne plaisent pas aux autres. Ok, alors Farid, j'ai une toute petite question et puis je vous laisse partir. Où est Bouteflika aujourd'hui? Qui s'occupe de Il est, lui? Comment va-t-il? Vous avez une réponse, hein? oui, de temps en temps, j'ai quelques nouvelles de lui. Il y a les gens qu'il rencontre. Il n'a jamais quitté la résidence de Zeralda où il s'est installé en 2013, juste après son AVC. Donc, il est à Zeralda. Il est bien sûr sous Bon, protection. à l'est d'Alger, hein. Zeralda est à l'est d'Alger. Non, elle est à l'ouest d'Alger. C'est À l'ouest. à une vingtaine de kilomètres. C'est sur le littoral de ouest d'Alger. Donc, il a sa sœur qui veille toujours sur lui comme depuis plus de 20 ans. Son frère Nasser lui rend visite. Quelques avocats lui rendent visite. Il est soigné. Il est soigné, voilà. Il est dans une il n'est pas il n'est pas sous le régime de la résidence surveillée parce qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre lui, mais il est assigné à la résidence, si vous voulez. Mhm. Et voilà. Très bien. Écoutez, merci en tout cas, Farid Lilek. Je conseille votre livre parce que vraiment, il est passionnant. Moi, je l'ai dévoré. Je le mets plutôt comme ça pour qu'on le voit. J'ai appris énormément Merci. de choses sur l'Algérie. Vraiment, c'était très fouillé. Encore une fois, c'est un ouvrage remarquable. En tout cas, merci pour cet entretien et puis peut-être à une prochaine fois, Farid. Merci. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.